Alors, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel de physique de cinquième secondaire. Donc, nous sommes dans le chapitre sur l'énergie et en quelque sorte, nous commençons à proprement parler, vraiment à discuter des concepts liés plus directement à l'énergie dans ce tutoriel. Si vous avez suivi la suite de tutoriels sur le chapitre de l'énergie, j'ai commencé par faire une introduction, un long détour, si vous voulez, en passant par les concepts de machines simples. À la fin de ces nombreux tutoriels sur les machines simples, j'ai introduit des concepts donc de travail, de puissance, de rendement. Et là, peu à peu, donc, on se rapprochait des concepts, bien sûr, là, liés à l'énergie, ce qu'on va vraiment commencer à détailler aujourd'hui. Bien sûr, parmi ces concepts d'énergie, plusieurs de ceux-ci, vous les avez déjà étudiés en quatrième secondaire. Donc, notamment ceux dont on va parler aujourd'hui, donc l'énergie potentielle gravitationnelle, l'énergie cinétique, c'est des types d'énergie que vous avez étudiés en quatrième secondaire. Donc, je ne ferai pas une longue discussion, un long retour là, en détail sur des choses que vous avez vues. Ça va servir davantage d'aide-mémoire, de rafraîchissement là, de votre mémoire sur les concepts là, d'énergie potentielle gravitationnelle et d'énergie cinétique. Cela dit, ce que je compte peut-être faire de peut-être là, différent, nouveau, c'est de prendre la peine d'expliquer un peu l'origine des différentes équations que nous allons utiliser. Donc, des équations même que vous avez découvertes l'année dernière en quatrième secondaire. J'ai l'intention peut-être d'aller un peu plus loin dans l'explication de leur origine. Comment on peut arriver à déduire ces équations-là. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et dans les autres tutoriels subséquents, ben, on ira un peu plus loin. On développera ces concepts-là et on en introduira de nouveau, notamment l'énergie potentielle élastique. Donc, justement, afin de se lancer là-dedans, je vais faire ici un bref topo des différents types d'énergie. Pour la suite des choses, là, dans ce tutoriel-ci, si vous voulez prendre quelques notes, vous pouvez le faire. Je n'ai pas de document de notes attitré. Vous pouvez là, vous servir là, d'un support comme vous le souhaitez. Mais bref, s'il y a des notes à prendre, c'est selon, à votre guise, là, selon là, ce que vous voulez faire. Là. Voilà. Donc, les différents types d'énergie que vous avez déjà étudiés peut-être là, l'année dernière en sciences, on sait qu'il y en a plusieurs et nous, en physique, donc certainement, on va s'intéresser à certains d'entre eux. Pas tous les types d'énergie, bien sûr, mais certains d'entre eux. Et un des premiers types d'énergie qu'on a, bien sûr, en physique, eh bien, c'est l'énergie cinétique. Donc, j'en ai parlé en introduction. L'énergie cinétique, c'est l'énergie relative au mouvement. Dès qu'un objet a une vitesse, donc ça veut dire qu'il est en mouvement, ça veut dire qu'il a acquis une certaine énergie. Pour être en mouvement, il a fallu que quelqu'un dépense ou quelque chose dépense une énergie pour le mettre en mouvement. Et donc, cette énergie-là que l'objet en mouvement acquiert, c'est ce qu'on appelle de l'énergie cinétique. Comme je le disais tantôt, je compte vous faire une petite démonstration dans quelques minutes pour vous indiquer là, la fameuse formule que vous connaissez de l'année passée pour calculer l'énergie cinétique, donc une demi fois la masse fois la vitesse au carré de l'objet. Donc j'espère faire une petite démonstration de l'origine, si vous voulez, de cette formule-là. Ensuite, d'autres types d'énergie, c'est ce qu'on appelle l'énergie potentielle. Et d'ailleurs, on va commencer avec celle-là dans quelques instants. Donc, l'énergie potentielle gravitationnelle, encore une fois, donc cette énergie-là, vous l'avez vu en quatrième secondaire. Donc, c'est l'énergie qu'acquiert un objet quand on le soulève, quand on doit combattre la gravité pour le soulever. Hein. Si je soulève un objet, je dépense de l'énergie en le faisant parce que je suis en train de combattre la gravité. Donc, cette dépense énergétique-là, ben, elle est accumulée entre guillemets, là, par l'objet. Donc, c'est ce qu'on appelle l'énergie potentielle gravitationnelle. On verra qu'il existe une autre énergie potentielle, qui est une énergie potentielle élastique. Et ça fera l'objet, puisque c'est nouveau, du prochain tutoriel. Donc, on va consacrer vraiment le prochain tutoriel à l'énergie potentielle élastique, qui est une nouveauté là, cette année en cinquième secondaire. Une autre façon de voir l'énergie potentielle, c'est une énergie, dans le fond, qui est emmagasinée, encore une fois, entre guillemets, dans l'objet, et que
dans certaines circonstances, elle peut se retransformer en d'autres types d'énergie. Donc, l'exemple classique, si on soulève un objet, ensuite on le laisse tomber, bien, l'objet l'énergie que l'objet avait va être ensuite convertie en énergie cinétique. Donc, comment expliquer le fait que l'objet se mette à avancer, donc ait une énergie cinétique si on le soulève dans les airs? Bien, ça implique qu'il y avait déjà une énergie accumulée en lui, qui était l'énergie potentielle gravitationnelle. Autre type d'énergie que nous allons étudier, c'est l'énergie thermique, donc relative à la chaleur. Donc, à chaque fois qu'il y a une dépense d'énergie liée à la chaleur, notamment un facteur en particulier que nous allons étudier dans ce chapitre-ci et dans notre cours de physique, ça va être particulièrement lié à la force ou aux forces de frottement dans une situation. Ce ne sera pas toujours le cas, mais très généralement, en physique, quand on va avoir une dépense d'énergie en chaleur, on va souvent associer ça au fait qu'il y ait un frottement, donc une force de frottement présente dans le système. Et donc, ça fait en sorte qu'on perd de l'énergie en quelque sorte, et cette énergie-là est dissipée généralement en chaleur. Évidemment, ce n'est pas quelque chose qui devrait être contre-intuitif pour vous parce que vous n'êtes pas sans savoir que juste, par exemple, en frottant nos mains, donc il y a un mouvement, il y a un contact entre deux objets, ça génère de la chaleur. Donc, et quelle est l'origine, si vous voulez, de cette chaleur-là? Ben, c'est évidemment le frottement qui existe entre nous. Évidemment, il y a beaucoup plus de types d'énergie qu'on pourrait donc évidemment là, calculer. Il y aurait l'énergie chimique, l'énergie électrique, l'énergie nucléaire, là. Bref, il y en a plein d'autres, mais on va se limiter, nous, en physique, à ces trois types-là. Et ce qu'il faut retenir, c'est une phrase célèbre, évidemment, de Lavoisier, c'est que dans tout ça, il n'y a aucune énergie qui se perd. Donc, quand on a un système fermé, donc l'énergie qu'on a au départ dans ce système-là sera égale à l'énergie à la fin. La seule chose, c'est que l'énergie aura changé de forme. Et on fera un léger exemple là, classique à la fin de ce tutoriel pour un peu illustrer ce point-là. Donc, et ce principe-là, donc le principe de la conservation de l'énergie, c'est un principe essentiel sur lequel on reviendra dans un tutoriel ultérieur. On le formulera même, ce principe-là, sous forme d'équation. Donc, commençons à étudier les différents types d'énergie de façon plus pointue, à commencer par l'énergie potentielle gravitationnelle. Donc, dans ce tutoriel, on va parler d'énergie potentielle gravitationnelle et également d'énergie cinétique. Donc, pour l'énergie potentielle gravitationnelle, je vous propose ici, pour nous permettre de comprendre un peu l'origine du calcul de cette énergie potentielle gravitationnelle, une petite situation très simple, donc où on soulève une boîte de 10 kg sur une hauteur de 1 mètre à vitesse constante. Donc, la question ici qu'on cherche, qui n'est pas directement en lien avec l'énergie potentielle gravitationnelle, mais ça viendra. Donc, quel est le travail effectué? Quelle énergie a-t-on dépensé pour soulever la boîte à vitesse constante sur une hauteur de 1 mètre? Donc, évidemment, si on veut calculer le travail, il faudra utiliser la formule du travail. Pour ceux et celles qui voient pour la première fois cette formule-là du travail, W est égal à force parallèle au mouvement fois le déplacement. Je vous suggère très, très fortement de mettre ce tutoriel sur pause et d'aller voir le tutoriel sur les machines et plus spécialement là, sur le travail, la puissance et le rendement. Donc, allez vous informer là, un peu de ce que c'est cette chose-là avant de commencer à essayer de comprendre la suite. Ça sera compliqué pour vous. Donc, la formule du travail, c'est la force fois le déplacement. Donc, le déplacement, ça va. On sait qu'on soulève ici la charge sur une hauteur de 1 mètre. Mais qu'en est-il de la force qu'on exerce ici pour faire cela? Eh bien, imaginons, et là, je vais dessiner encore une fois un de mes très célèbres mauvais dessins ici. Donc, imaginons qu'il y a quelqu'un ici qui soulève une boîte, justement, de 10 kg et qui la soulève à vitesse constante. Si on avait à faire une analyse des forces qui sont en jeu, donc la boîte, bien évidemment, elle est soumise à la force de gravité. Et la personne qui soulève la boîte, donc, appliquera sur cette boîte-là, ou cette caisse-là, sur l'objet, donc une force vers le haut.
Et si on a une vitesse constante, donc selon évidemment la première loi donc, de Newton, on sait que les deux forces ici qui sont présentes, la force totale sur notre objet est égale à 0 puisqu'on est en situation de vitesse constante. Ce qui veut dire que la force que j'applique sur la boîte est égale à la force de gravité. Donc la force ici que j'applique, c'est la force de gravité. Donc évidemment, si ma boîte était immobile, il faudra que je crée une force initiale, mais une fois que la boîte est en mouvement et que je la soulève de 1 mètre, eh bien, j'ai juste à appliquer une force égale à la force de gravité et j'arriverai après ça, donc, à calculer la force nécessaire pour soulever ma boîte à vitesse constante. La force de gravité, c'est m fois g. Et donc ici, si je combine la définition de la force de gravité, qui est la force nécessaire pour soulever ma boîte, la force parallèle au mouvement, la force que j'exerce est dans le sens du mouvement, vers le haut ici. Donc, je peux remplacer directement dans la formule du travail, donc la force par la définition de la force de gravité, c'est-à-dire masse fois g, donc fois l'accélération gravitationnelle terrestre. Et tout ça est multiplié par le déplacement ici de la boîte. Et là, on peut faire le calcul ici pour trouver la réponse. Donc, dans le cas qui nous intéresse, la masse de la boîte, c'est 10 kg, fois l'accélération gravitationnelle terrestre de 9,8 Newton par kilo, fois 1 mètre. Et là, si on fait le traitement d'unité ici, on a les kilos qui s'annulent. Donc, il va nous rester des newtons fois des mètres. Des newtons fois des mètres, je vous rappelle, ce sont des joules. Et donc, 10 fois 9,8 fois 1, donc ça va nous donner ici un travail de 98 joules. Donc, je dépense une énergie de 98 joules à soulever cette caisse à vitesse constante sur une distance, sur une hauteur de 1 mètre. Là, évidemment, on vient de se rappeler, il y a quelques instants, le principe de conservation d'énergie. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, la question qu'on peut poser, c'est où s'en va cette énergie-là? Si la personne qui soulève la boîte dépense 98 joules, le 98 joules ne s'en va pas dans le néant, là, dans le vide. Donc, il va être transféré. C'est une énergie qui va être transformée, transférée sous une autre forme à l'objet. Donc, où s'en va l'énergie dépensée? Comme j'expliquais donc un peu en introduction, c'est là que justement émerge le concept d'énergie potentielle gravitationnelle. Donc, l'énergie que la personne dépense est emmagasinée. Et là, il faut comprendre ici que c'est un concept qui est abstrait. Lorsqu'on soulève un objet, il n'y a pas un flux énergétique sous forme d'éclair, bien sûr, là, qui fait en sorte qu'on charge l'objet d'une énergie mystique quelconque. Bien sûr que non. C'est simplement une construction abstraite. C'est de dire, je dépense une énergie, cette énergie-là ne peut pas donc s'en aller nulle part, elle doit être associée à quelque chose, et donc c'est là qu'on a construit le concept, qui est un concept abstrait d'énergie potentielle. Donc ça n'a pas ça n'a pas une vérification, on ne peut pas vérifier ce concept-là de façon nette et claire là, en soi. Il faut vraiment juste se fier un peu à la théorie ici et dire, bon voilà, cette énergie que je dépense, elle s'en va dans l'objet. Il n'y a pas de flux énergétique, ce n'est pas lié à un phénomène physique quelconque. Et donc, cette énergie, vous l'aurez deviné, donc, qui est emmagasinée dans l'objet, donc, c'est l'énergie potentielle gravitationnelle. Parce qu'on a combattu la gravité pour soulever cet objet. Je reviens un instant ici au calcul qu'on a fait, plus exactement, là, pour calculer le travail, donc W ici. On a dit que la force, c'était la force gravitationnelle, donc M fois G. On a remplacé M fois G dans la formule du travail. On a multiplié par le déplacement qu'on a identifié comme étant delta X. On aurait pu ici, donc, remplacer delta X par un autre symbole, notamment dû au fait qu'on soulève l'objet d'une certaine hauteur. Donc, notre déplacement ici, c'est la hauteur, donc, par rapport à laquelle on soulève l'objet. Ce qui veut dire que la formule du travail à ce moment-là deviendrait M, masse, fois G, et fois H. Et vous reconnaîtrez à ce moment-là la formulation de l'énergie potentielle gravitationnelle. Masse fois G fois la hauteur à laquelle se situe l'objet.
Et il y aura beaucoup de choses à dire, donc, sur le calcul, notamment de la hauteur. J'y reviendrai. Je ferai un prochain tutoriel, pas le prochain dans la suite qui portera sur l'énergie potentielle élastique, mais d'autres là qui porteront sur les transformations entre les différents types d'énergie. Et je reviendrai ici même là, sur comment est-ce qu'on calcule la hauteur. C'est quelque chose que peut-être vous n'avez pas détaillé en quatrième secondaire, mais je vais y revenir certainement. C'est important, là, il y a plusieurs façons de travailler avec ça. L'autre chose que vous pouvez peut-être remarquer ici, c'est que j'utilise dans les indices pour désigner l'énergie potentielle gravitationnelle les lettres PG. Peut-être que l'année dernière, lorsque vous parliez d'énergie potentielle, simplement vous désigniez celle-ci par EP. Le fait est, et on l'a vu en introduction, c'est qu'il y a deux types d'énergie potentielle qu'on étudiera cette année en cinquième secondaire en physique. Donc l'énergie potentielle gravitationnelle, celle qu'on a ici, et l'énergie potentielle élastique, liée à des ressorts. Donc, à ce moment-là, c'est pour ça qu'il faudra désigner, donc, distinguer, si vous voulez, l'énergie potentielle gravitationnelle et l'énergie potentielle élastique. C'est pour ça qu'on utilise ici EPG pour cela. Donc, l'objet de cette petite présentation, c'était un peu d'arriver à cette formule ici, MGH, que vous connaissez. Je ne ferai pas là, tout de suite d'exemple, on va garder ça pour la fin du tutoriel, un petit exemple là, mathématique pour bonifier notre explication. Je ne le ferai pas ici, mais je vous incite là, à rester à la fin. Sinon, évidemment, dans le cahier d'exercices, vous avez plusieurs exercices là, pour pratiquer ces choses. OK. Deuxième type d'énergie que vous avez étudié en quatrième secondaire, c'est l'énergie cinétique. Et ce que je veux faire avec vous aujourd'hui, c'est un peu comme j'ai fait pour l'énergie potentielle gravitationnelle, une petite démonstration de l'origine de la formule pour calculer l'énergie cinétique. Peut-être que certains se rappellent de la formule en question, donc qui était l'énergie cinétique qu'on désigne avec EK. Donc ça, c'est le K là, dérivé de l'anglais pour kinetic, donc qui est donc une demi fois la masse d'un objet fois la vitesse de cet objet au carré. Et ce que je veux faire avec vous aujourd'hui, c'est une petite démonstration mathématique qui va nous permettre d'arriver à cette équation. Donc, c'est parti. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va combiner 4 formules que vous connaissez, qu'on a étudiées cette année, donc en cinquième secondaire en physique. La première formule, vous l'aurez deviné, c'est la formule ici. Est-ce que j'ai mon crayon? Voilà. La formule du travail. Donc, je vais l'écrire ici, peut-être, ouais, ici comme ça, je n'aurai pas une tonne d'espace. Donc, la formule du travail, ici. Donc, la première. La deuxième, ça provient du chapitre 5 sur les forces. C'était la deuxième loi de Newton. Donc, je vais juste indiquer ici deuxième de Newton. Donc, force totale sur un objet est égale à la masse fois l'accélération. Et les deux dernières formules proviennent du chapitre sur les mouvements. C'était des formules qu'on utilisait pour calculer donc les quantités de position, de vitesse, accélération, temps, etc. Donc, c'est des formules liées au mouvement rectiligne uniformément accéléré d'un objet. Donc, l'idée ici, c'est de combiner ces 4 formules-là. Et voyez ici comment je vais procéder. Donc, la première partie que j'ai faite, j'ai combiné les deux premières formules ici. Où, donc, j'ai pris la définition du travail, travail est égal à force fois déplacement, et j'ai remplacé, j'ai substitué donc la force par donc l'expression équivalente, donc la force, c'est la masse fois l'accélération. Ce qui ce qui nous permet d'arriver donc à l'équation, le travail est égal non pas à la force qu'on remplace par masse fois accélération fois le déplacement. Et là, vous allez comprendre où on s'en va avec la suite. Donc, vous voyez qu'ici, il y a le terme d'accélération. Je vais venir le remplacer ici je vais le substituer par la définition de l'accélération qui est vitesse finale moins vitesse initiale divisé par le temps, la durée d'un mouvement. Et je vais remplacer le déplacement delta x par la formule que j'ai ici, c'est-à-dire donc VI plus VF fois delta t divisé par 2. Faire une histoire courte là,
Cette formule-là, ça provenait des graphiques qu'on étudiait. Donc, si on fait dans un graphique de vitesse, l'air sous la courbe pour trouver le déplacement à partir de la formule du trapèze, on obtenait cette formule-là. Bon, trêve là, trêve de la parenthèse là, sur l'origine de chacune des formules. Donc, combinons tout ça ensemble. Donc, on remplace l'accélération par VF moins VI sur delta T et on remplace delta X par VF plus VI fois delta T divisé par 2. Et là, on obtient une giga-formule qui est déjà pas très belle, mais qui ne le sera pas bien plus dans quelques instants. Donc, voyez ici ce qu'on va faire algébriquement. On va, puisqu'on a des termes ici qui se multiplient, on a deux fractions, on va simplifier certains trucs. Donc, delta T et delta T ici s'annulent. J'ai ici un dénominateur 2 que je vais venir aller porter en avant, si vous voulez, de mes termes ici. Donc, je peux faire ça. Donc, je vais placer une demi en avant. Donc, ça va donner une demi fois masse. Déjà, on reconnaît ici les deux premiers termes de notre équation là, pour le calcul de l'énergie cinétique. Et ce que je vais faire, là, c'est vraiment qui n'aidera pas la cause ici, les deux binômes que j'ai au numérateur, c'est-à-dire VF moins VI et VF plus VI, je vais les multiplier. Donc, je vais appliquer la distributivité. Je vais faire VF fois VF, VF fois VI, moins VI fois VF, moins VI fois VI. Et ce qui va me donner ici, et là, je vais effacer mes milliers de flèches, ce qui va me donner ici la grande formule suivante. Donc, dans cette formule-là, il y a des choses que je peux simplifier. Hein. Je peux simplifier VFVI moins VIVF, c'est deux fois le même terme. Je peux simplifier ce terme-là. Bon, je parlais ici de mon dénominateur. Là, je peux l'amener à l'avant. Donc, je peux faire ici W est égal à 1/2 fois la masse. Et là, si j'ai annulé les deux termes du milieu dans mon équation, ce qui me reste, c'est VF à la 2 moins VI à la 2. Et déjà, là, on s'approche. J'ai des vitesses au carré, on s'approche beaucoup. Ce que je vais faire, c'est que je vais distribuer le 1/2, donc, sur chacun de ces termes-là. Et on va arriver, donc, à ma dernière étape ici. Donc, le travail, si j'ai combiné ces quatre formules ensemble, se calculerait à partir de la formule suivante. 1/2 fois la masse d'un objet fois sa vitesse finale au carré, moins 1/2 fois la masse de l'objet fois sa vitesse initiale au carré. Et là, certains se diront, ben là, ça, c'est pas tout à fait la formule de l'énergie cinétique. On est proche, mais c'est pas tout à fait ça. C'est une nouvelle formule ici qu'on doit connaître cette année? Non. C'est la même formule, en somme. La formule du travail, la formule de l'énergie cinétique ici. Pourquoi? Parce que dans tous nos problèmes, dans toutes les situations qu'on va étudier, on va toujours supposer que l'objet qu'on observe, au départ, avait une vitesse initiale nulle. Donc, je n'ai pas besoin de connaître sa vitesse initiale. On va toujours supposer que sa vitesse initiale, c'est 0. Donc, si on remplace sa vitesse initiale par 0, ben, on élimine dans le fond le deuxième terme, le terme moins 1/2 masse fois vitesse initiale au carré. Et ce qui nous reste, c'est 1/2 fois la masse fois la vitesse finale au carré. Cette vitesse finale-là, ben, c'est la vitesse à laquelle est rendu l'objet, donc qui a acquis, si vous voulez, cette certaine énergie cinétique. Donc, puisque seulement le gain de vitesse suite à un travail nous intéresse, puisqu'on va toujours supposer que l'objet est parti d'une vitesse initiale de 0, donc on peut éliminer le deuxième terme et on arrive avec la formule de l'énergie cinétique que vous connaissez depuis la 4e secondaire. Donc, encore une fois, l'objectif aujourd'hui, c'était de vous donner un peu plus de contexte sur l'origine de la formule 1/2 mv carré. Pour mes élèves, là, vous êtes habitués de m'entendre dire que les formules ne sont pas inventées par quelqu'un qui se réveille le matin et qui dit « Ah, voilà, j'ai trouvé la formule, Eureka ». Non, il y a un processus derrière ça. Donc, soit un processus théorique, un processus expérimental, ou dans ce cas-ci, un processus algébrique qui nous permet d'arriver donc à cette définition de l'énergie cinétique.
Donc, voilà pour ces deux formules. Permettez-moi de terminer ce petit tutoriel avec un exemple. Donc, un exemple classique de problème auquel je vais ajouter un petit défi supplémentaire à la fin. Donc, exemple classique, certainement pour le genre de problème que vous avez fait là, abondamment en quatrième secondaire. Donc, imaginez ici que vous avez un objet d'une masse de 2 kg, donc qui tombe d'une hauteur de 5 mètres. Donc, il est positionné à une hauteur de 5 mètres du sol. On cherche à savoir quelle sera la vitesse finale de cet objet avant de toucher le sol. Donc, si j'avais à faire une petite image de cette situation, donc j'ai mon objet ici, il est à 5 mètres du sol. Donc, voici, 5 mètres. Voilà. Et donc, au départ, il est immobile, on peut bien supposer. Et à la fin, quand il va arriver, donc il va se mettre à tomber, il va arriver à la fin ici, il va avoir une vitesse finale juste avant de toucher le sol. On cherche cette vitesse-là. Donc, la question ici à se poser, c'est quels sont les types d'énergie qui sont en jeu? C'est quelque chose qu'on va retravailler, évidemment, tout au cours de notre chapitre. Mais dans ce problème-ci, je pense que c'est assez simple. Donc, au départ, dans la situation initiale, l'objet est en hauteur, il ne bouge pas. Donc, quelle énergie a-t-il? Ben, puisqu'il est à une certaine hauteur par rapport au sol, il a une énergie potentielle gravitationnelle. Donc, EPG. Et je vais ajouter à ça la lettre I pour dire que ça, c'est au départ. Donc, l'objet, au départ, a une énergie potentielle gravitationnelle. L'objet va se mettre à tomber. Donc, en tombant, l'énergie potentielle gravitationnelle de l'objet va peu à peu se transformer en énergie cinétique, de sorte qu'à la fin de son mouvement, toute l'énergie potentielle gravitationnelle de l'objet va être devenue de l'énergie cinétique, EK, F pour finale. Donc, l'énergie cinétique finale de l'objet, donc toute l'énergie qu'on avait au départ, potentielle gravitationnelle, sera devenue de l'énergie cinétique à la fin du mouvement. Donc, ayant ça en place, ben, ça nous permet ici de faire un calcul. Donc, je répète, toute l'énergie potentielle gravitationnelle initiale de l'objet est égale à toute l'énergie cinétique finale de l'objet. On connaît la façon de calculer donc les énergies cinétiques et potentielles gravitationnelles. Donc, dans le cas de l'énergie potentielle gravitationnelle, donc c'est mgh, masse fois g fois la hauteur initiale de l'objet, de 5 mètres. Énergie cinétique, 1/2 fois la masse fois la vitesse finale de l'objet, c'est ce qu'on cherche. Donc, nous, on cherche cette valeur de VF ici. Donc, on peut remplacer par les différents éléments. Donc, les différentes données, donc c'est-à-dire qu'on connaît la masse, 2 kg, fois l'accélération gravitationnelle terrestre de 9,8 newtons par kilo, fois 5 mètres, donc la hauteur initiale. À droite, pardon, donc ça va être 1/2 fois la masse toujours de 2 kg, fois la vitesse finale au carré, c'est toujours ce que je cherche ici. Donc, je peux calculer ce qu'il y a à gauche de mon équation. Donc, sans faire ici là, de grands détails, donc ce qu'on peut voir, c'est 2 fois 9,8 fois 5. Donc, si vous multipliez tout ça ensemble, vous allez obtenir encore une fois 98 joules, comme au premier exemple là, pour l'énergie potentielle gravitationnelle. Donc, ici, les kilos s'annulent. Ce qui nous reste ici, c'est des newtons fois des mètres. Et des newtons fois des mètres, c'est la définition du travail. Donc, c'est la même chose que des joules ici. Donc, newtons fois des mètres, ça donne bel et bien des joules. Du côté droit de l'équation, 1/2 fois 2, donc il va rester 1 ici, et c'est des kilos, donc 1 kg. Maintenant, donc je dois diviser par 1 de chaque côté. 1 kg ici, divisé par 1 kg. Bon, ça va me donner des joules par kilo. Je pourrais faire là, une longue explication du fait que des joules par kilo, c'est la même chose que des mètres carrés sur seconde carrée. Je ne sais pas si c'est pertinent là, de le faire. Là. Bref, s'il y en a qui le désirent, mentionnez-le moi dans les commentaires. Là, comment passer de mètres par seconde carré, mètres carrés sur seconde carrée à joules par kilo. Je pourrais vous faire la démonstration ici, c'est pas tellement difficile. Mais bref, c'est pas tellement important non plus pour notre exemple ici. Donc, bref, si je veux calculer donc le résultat de la vitesse finale, je dois faire, donc, puisqu'elle est au carré, je dois faire la racine carrée de 98 joules par kilo.
Et là, en faisant la racine carrée, mètre carré divisé par seconde carré va s'annuler, ça va donner mètre par seconde. Racine carrée de 98, ça vous donnera une vitesse finale de 9,90 mètres par seconde. Donc, exemple typique, exemple classique, c'est des choses que vous avez faites en 4e secondaire. Je ne crois pas que ce genre d'exemple-là, d'exercice-là, vous devrait vous poser particulièrement un défi. Cela dit, je le disais en début d'exemple, il est possible de prendre le même exemple et d'ajouter une petite twist, là, un petit défi supplémentaire. Donc, voici le même exemple, avec une petite légère différence que vous constaterez très rapidement. Donc, la phrase pourrait se lire ainsi. Un objet tombe d'une hauteur de 5 mètres, quelle sera la vitesse finale? La différence majeure, vous l'aurez constaté ici, c'est qu'on ne spécifie pas que l'objet a une masse de 2 kg. Donc, quelle est la masse de l'objet ici? Donc, on ne sait pas c'est quoi sa masse. Est-ce que je peux malgré tout calculer la vitesse finale d'un objet? Et la réponse à cette question, c'est oui. Donc, imaginons qu'on reprenne exactement la même démarche mathématique que je viens d'accomplir. Commencer par dire, c'est le même problème. L'énergie potentielle gravitationnelle initiale est égale à l'énergie cinétique finale. Comment est-ce qu'on calcule l'énergie potentielle gravitationnelle et l'énergie cinétique? Donc, masse fois G fois la hauteur initiale est égal à 1/2 fois la masse fois la vitesse finale au carré. Et là, ce qu'on constate ici, c'est que dans ce problème-là, à gauche de mon équation, comme à droite de mon équation, j'ai le terme masse ici qui apparaît. Dès lors, je peux ici, sans même connaître la masse, puisque j'ai la variable m de chaque côté de l'équation, je peux annuler ces deux termes m-là, ces deux variables. Je ne devrais pas utiliser le mot terme, là, le mot variable serait plus juste. Donc, ces deux variables de chacun des côtés de l'équation. Donc, puisqu'on ne connaît pas la masse de l'objet, mais on a la masse de chaque côté, les masses s'annulent. Je peux diviser par m de chaque côté, diviser par m de chaque côté, et donc, c'est possible d'annuler la masse. Faites attention à ce petit truc. C'est très utile, mais pas toujours possible de faire ça. Et on va voir peut-être dans des contextes plus complexes un peu plus tard dans d'autres tutoriels que ce n'est pas toujours possible d'annuler la masse dans notre calcul. Il faut vraiment que dans tous les termes, on ait la variable m. Et si ce n'est pas le cas, on ne peut pas utiliser ce truc-là. C'est un petit truc, par contre, qui peut être très utile. Quand, par exemple, on compare de l'énergie potentielle gravitationnelle et l'énergie cinétique, les deux équations possèdent la variable m, la masse à l'intérieur. Donc, si je ne la connais pas, c'est pas grave, ces deux termes-là s'annulent. Et j'aurais pu compléter l'ensemble du reste du problème comme si de rien n'était. Donc, 9,8 fois 5, 1/2 ici. J'aurais pu multiplier de chaque côté par 2 ici. En multipliant par 2, donc 2 fois 9,8 fois 5, ça m'aurait encore donné 98 ici. Et j'aurais fait la racine carrée de 98. De toute façon, c'est ce que je montre ici. Et je serais arrivé exactement au même résultat, mais sans la masse. Ce que ça veut dire également, c'est que dans ce problème-là, la masse de l'objet n'importe pas. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui va vous étonner, de dire « Ah mon Dieu, ben, si mon objet est plus lourd, la vitesse finale serait plus grande. » Et la réponse de ça, c'est non. Et une des choses que vous pouvez faire pour vous convaincre de ça, allez voir notamment les équations du MRUA. Et dans aucune des équations du mouvement rectiligne uniformément accéléré, vous retrouverez la masse. La masse n'a pas d'incidence sur la vitesse finale d'un objet, par exemple, en chute libre. Et ça, c'est quelque chose qu'on a étudié plus tôt cette année dans le chapitre des mouvements. Donc, voilà pour ça. Ça fait le topo là, pour la petite révision de l'énergie cinétique, de l'énergie potentielle gravitationnelle. À partir du prochain tutoriel, on abordera un nouveau type d'énergie potentielle élastique.
Ça nous permettra un peu de complexifier, si vous voulez, les situations d'analyse d'énergie. Voilà, j'espère que ces informations vous seront utiles dans la réalisation de vos exercices en devoir et on se dit à la prochaine.